Bien, merci à tous de votre présence toujours plus nombreuse au Festival de géopolitique de Grenoble. Donc cette année, la thématique tourne autour de l'Afrique et la conférence d'aujourd'hui portera plus spécifiquement sur les enjeux énergétiques en Afrique. Donc avec nous aujourd'hui, deux géopoliticiens de l'Afrique vont nous faire un focus sur cette problématique aujourd'hui. Donc je vais tout d'abord laisser la parole à Rodolphe Gréguiot et ensuite Benoît Maffei répondra à vos questions que nous espérons nombreuses, mais nous n'en doutons pas. Merci. Bonjour à tous. Nous ne sommes pas spécifiquement africanistes, mais plutôt, disons, spécialistes justement de géopolitique de l'énergie. Et nous avons consacré un chapitre dans un ouvrage qui vient de sortir, si je peux me permettre de faire un petit peu de publicité, à l'Afrique. Et c'est en ce sens-là que nous nous permettons justement d'intervenir au sein de ce festival. Ce que je voudrais dire pour commencer l'exposé, c'est qu'après quelques années d'afro-optimisme, comme on a dit, eh bien, il y a ces derniers temps un certain retournement de situation économique en Afrique. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est dans quelle mesure, finalement, l'énergie aurait à voir dans ce basculement en termes de croissance économique. D'un point de vue, l'énergie, évidemment, aide la croissance africaine, c'est un élément quand même important, mais de l'autre côté, on peut se poser la question, est-ce que l'énergie africaine n'aide pas d'abord la croissance du reste du monde? Et de l'autre côté, est-ce que finalement, l'Afrique exploite les énergies dont elle a vraiment besoin? Autrement dit, il y a un problème à la fois quantitatif et qualitatif d'adéquation, je dirais, entre la variable énergétique et la croissance économique en Afrique. Je vais centrer mon propos autour de trois thèmes, en quelque sorte, trois points. Je vais tout d'abord revenir un petit peu sur les questions justement de la croissance africaine. Et je vais essayer de la qualifier et d'essayer de voir dans quelle mesure justement se pose un problème de goulet d'étranglement énergétique à cette croissance africaine. Dans un second temps, je vais plutôt focaliser, faire une espèce comme ça de check-up des différentes sources d'énergie traditionnelles et voir justement plus dans le détail, en prenant l'une après l'autre, dans quelle mesure elles sont véritablement exploitées et dans quelle mesure, au contraire, n'y a-t-il pas des difficultés à chaque fois dans l'exploitation de ces ressources énergétiques en Afrique. Et puis le troisième point sera peut-être consacré à quelque chose que je dirais, que je qualifierais peut-être d'encore plus au cœur du sujet, c'est-à-dire que je parlerai des spécificités du mix énergétique africain. Donc il sera question de biomasse et il sera question aussi du grand enjeu sans doute qui est celui de l'électrification du continent. Voilà. Je voudrais juste, pour terminer ce propos liminaire, préciser deux points du point de vue méthodologique. Ce sera un exposé très synthétique. Il sera donc généraliste. Et évidemment, l'Afrique est très diverse, donc on pourra toujours dire que ce que je dis là ne s'applique absolument pas dans le cas de tel ou tel autre pays. Nous en sommes parfaitement conscients. 30 millions de kilomètres carrés, 1 milliard et plus d'habitants, donc ça c'est clair. Donc un exposé nécessairement généraliste. Un exposé aussi chiffré, vous allez avoir des courbes, des données chiffrées. Donc il pourra paraître un petit peu aride éventuellement, mais au moins, disons, ça servira en quelque sorte, je dirais, à caler en quelque sorte le débat pour d'éventuelles questions. Après l'exposé, il y aura des questions, et là, évidemment, on pourra développer des aspects un petit peu plus particuliers, poser des questions sur telle ou telle expérience nationale, et aussi développer des aspects plus qualitatifs, je dirais. Alors juste une petite remarque aussi concernant les chiffres. Les chiffres, ils valent ce qu'ils valent. Ça, c'est clair. L'Afrique pose un problème aussi, évidemment, en termes de statistiques et de collecte des bonnes données. Voilà. Donc le premier point concerne en fait, je dirais, il faut partir de la croissance africaine et de ses difficultés. Et si vous regardez donc ce qu'il y a ici au tableau, eh bien on s'aperçoit que tout d'abord sur le long terme, la part du PIB africain par rapport au total mondial, grosso modo, reste stable, voire même diminue sur 50 ans.
Et si maintenant on prend le PIB par habitant, toujours sur une problématique de long terme, eh bien on s'aperçoit qu'il est pratiquement divisé par 2, en sachant que le nombre 100 équivaut à la moyenne mondiale. Donc effectivement, il y a là, en quelque sorte, disons, une difficulté de rattrapage en termes de croissance et de croissance par habitant de l'Afrique sur le long terme, le demi-siècle. Si maintenant on prend une approche plus à moyen terme, on retrouve un petit peu des choses assez analogues, c'est-à-dire que là aussi, sur disons une vingtaine d'années, eh bien, on s'aperçoit que le poids de l'Afrique dans le PIB mondial reste limité. Il augmente certes, paradoxalement d'ailleurs, de façon tout à fait récente, alors que justement on va parler de crise aujourd'hui en Afrique, mais c'est parce qu'en fait la Chine a connu un recul encore plus important. Aussi en termes de PIB par habitant, toujours avec un indice de 100 pour le monde, eh bien on s'aperçoit qu'il y a disons, une stabilité, avec d'ailleurs un point bas en 2012 où la valeur africaine représente en gros un quart du PIB en PPA, bien sûr, au niveau mondial. Bien, donc comment expliquer ces difficultés de croissance à la fois en termes absolus et par habitant de l'Afrique sur le long terme? Eh bien, je l'ai marqué, c'est marqué en rouge, hein, c'est qu'il s'agit pour l'essentiel d'une croissance essentiellement extensive. C'est une croissance donc qui repose, je dirais, sur un premier facteur qui est un facteur, on pourrait dire, exogène, c'est-à-dire le fait que, eh bien, c'est une croissance qui est d'abord fondamentalement centrée sur les matières premières. Alors, tant que les cours de matières premières sont élevés, eh bien, l'Afrique bénéficie d'un effet d'aubaine. Et lorsqu'il y a évidemment un recul des cours, comme c'est le cas depuis un an ou deux, eh bien, là, évidemment, la croissance africaine en prend un coup. Voilà. Et là, donc, en particulier, vous voyez comme quoi le poids dans les exportations des matières premières énergétiques et minières est quand même considérable, analogue évidemment, par exemple, à ce qu'il y a aussi dans la CEI, mais la CEI n'est pas forcément non plus un modèle dans ce domaine-là. La seconde source de cette croissance extensive de l'Afrique, c'est évidemment le facteur travail, on dirait, si vous voulez, en économie, c'est-à-dire la croissance démographique. Et vous voyez que là aussi, sur un demi-siècle, l'Afrique gagne 6 points en part relative de population. Voilà, passe de 10 à 16%. Donc tout cela veut dire finalement qu'on a donc une croissance extensive. En d'autres termes, ça veut dire qu'il y a un grand absent, c'est évidemment l'industrie. Et il y a même certains pays africains qui sont en voie de désindustrialisation relative. Pas tous, mais quand même. Voilà. Et alors, le problème, c'est que, évidemment, vous l'avez sans doute appris aussi lors de vos cours, pour basculer vers une croissance durable, intense, comment dire, durable et réelle à long terme, il faut en général basculer vers un modèle de croissance intensive. Et là, on a des difficultés en Afrique pour basculer vers une croissance intensive, car justement, c'est un petit peu notre hypothèse, il y a un goulet d'étranglement au niveau énergétique. Et donc là, ce qui est important, c'est justement de regarder un petit peu ces graphiques. On voit bien que la part de l'Afrique, par exemple, dans la consommation mondiale d'énergie primaire, toute énergie confondue, reste quand même relativement limitée. Il n'y a pas bonne progression. C'est-à-dire que la fameuse grande période, si vous voulez, au début du XXIe siècle, où on disait que l'Afrique effectivement rattrapait, ça se voit à peine dans les statistiques. Si on regarde aussi la consommation d'énergie primaire par habitant, cette fois-ci, eh bien, vous voyez, la courbe tout en bas représente l'Afrique. On reste finalement dans des rapports relatifs, c'est la courbe en gras dans le graphique du haut, des rapports relatifs entre le monde et l'Afrique, relativement stables, et qui même, d'une certaine façon, ont même tendance à croître au cours de la période récente. Voilà. Donc, en dépit de la mondialisation, véritablement, il y a un problème ici, c'est que les écarts relatifs n'ont pas véritablement été rattrapés. En termes, le document du bas aussi remonte un petit peu la même idée, si vous voulez. C'est la consommation d'énergie primaire par habitant avec une base 100 en 1997. On voit bien que le monde, c'est donc la courbe en gras, suit une certaine croissance, et l'Afrique, effectivement, eh bien, par exemple, par rapport à l'Amérique latine, on l'a mis pour comparaison, on voit bien qu'il y a un petit effet ciseau qui se dessine. Dernier élément pour qualifier toujours cette même idée, c'est-à-dire celle du goulet d'étranglement énergétique, c'est
la consommation d'électricité par habitant. On peut estimer aujourd'hui que vous avez un accès à l'électricité qui est aux alentours de 45-50%. Ça dépend, en fait, des sources. Et on s'aperçoit ici, effectivement, que là aussi, il y a un réel retard de l'Afrique, l'Afrique étant donc la courbe qui est tout en bas. Et le problème, c'est que l'absence d'électricité, c'est justement un vrai handicap pour des économies. Ça pose des problèmes en termes d'éclairage. Ça veut dire que, par exemple, ne serait-ce que pour vous, si vous voulez étudier après le coucher du soleil, ça devient très délicat. Bon, évidemment, il y a des lampes à pétrole, tout ça, mais il y a un vrai problème en termes, donc, je dirais, de durée du travail, de durée des études, donc d'accumulation de capital humain, comme on dit en économie. Il y a un problème aussi d'utilisation, même pas optimale, mais tout simplement minimale de tous les outils électroniques, informatiques, etc., qui doivent quand même, évidemment, de tourner donc de façon régulière. Et puis le problème de l'électricité en Afrique n'est pas simplement un problème quantitatif, c'est-à-dire d'accès à l'électricité, mais c'est aussi un problème qualitatif, c'est-à-dire c'est bien beau d'avoir l'électricité, mais s'il y a des coupures 2 fois par semaine, et là le problème c'est qu'évidemment ce phénomène existe de façon endémique dans la plupart des pays africains. Voilà donc le premier point de ce que je voulais dire, de façon assez générale, encore une fois, insister sur ce problème énergétique qui est important parce que qui dit finalement faible accès à l'énergie dit difficulté de développement de l'industrie. Or, l'industrie, comme vous l'avez la plupart d'entre vous appris, c'est quand même le lieu par définition où il y a les gains de productivité les plus importants et donc, a priori, évidemment, le potentiel de croissance le plus important. Alors, voyons maintenant les choses un peu plus en détail. C'est le deuxième aspect de ce que je voudrais vous dire ici. C'est par rapport aux différentes sources, les différentes sources d'énergie primaires classiques, je dirais. Et on a finalement, tout d'abord, au niveau des énergies fossiles, qu'est-ce que l'on constate ? Eh bien, les énergies fossiles carbonées, ça c'est ce slide qui apparaît, on constate finalement que eh bien, le continent africain reste un producteur et un exportateur d'appoint. Vous voyez que finalement, la courbe du pétrole, effectivement, à un certain moment a augmenté, c'est le premier tableau, sur la production africaine, mais ensuite, quand même, recule et finalement reste relativement stable sur le long terme, à des niveaux relativement bas. Et si on prend les autres énergies carbonées, alors en fait, il y a un problème aussi, c'est-à-dire que, comment dire, le charbon, c'est bien la dernière des courbes, c'est la courbe un petit peu en gras qui, en 2015, est la plus basse. Là, il y a eu un petit problème au niveau de la présentation PowerPoint. On retrouve, je dirais, cette notion de fournisseur d'appoint au niveau des exportations. On voit très bien que là aussi, sur une quinzaine d'années, eh bien, le poids de l'Afrique dans les exportations d'énergie fossile carbonée reste relativement limité et même diminue tendanciellement pour certaines d'entre elles. C'est très net, par exemple, au niveau du charbon. Je dirais que de ce point de vue-là, l'Afrique reste en quelque sorte eh bien, un fournisseur dans le cadre de stratégies de diversification pour les puissances industrielles qui n'appartiennent pas à l'Afrique. Il y a un vrai déclin de ce point de vue-là. On peut le retrouver aussi au niveau de la consommation sur le continent même concernant les énergies fossiles. Et si on regarde le dernier tableau, le tableau du bas ici, qui apparaît en termes de réserves, cette fois-ci, eh ben, les réserves ne sont pas non plus exceptionnelles. Alors la notion de réserve est tout à fait relative, bien entendu. Et puis, il est vrai que concernant les énergies fossiles carbonées, comment dire, dans un contexte où on se dit qu'il faut sortir de ces énergies parce qu'elles sont trop polluantes, avoir d'énormes réserves n'est pas non plus quelque chose, un point excessivement favorable, parce qu'a priori, on se dirigerait vers un monde où il s'agirait surtout de les laisser sous terre et donc de ne pas sortir, de ne pas les sortir. Voilà. Concernant les énergies fossiles non carbonées, juste un petit point sur l'uranium, parce qu'on parle souvent de l'uranium en Afrique, je ne vais pas entrer dans les détails, ce sera au niveau de la discussion plus tard. L'Afrique reste un fournisseur d'uranium important, même si vous voyez en déclin quand même sur le moyen long terme, aux alentours de 15%. Mais de l'autre côté, l'Afrique ne bénéficie pas, n'utilise pas l'uranium qu'elle exploite, évidemment, sauf il y a une seule centrale nucléaire en Afrique du Sud, pour tout le continent, pour le moment en tout cas. Peut-être plus bientôt, mais pour le moment en tout cas. Concernant ce qu'on pourrait appeler les anciennes énergies renouvelables,
en particulier donc l'hydroélectricité, eh bien là aussi on a une relative faiblesse de l'exploitation, alors que le potentiel, et c'est là le grand paradoxe, est extrêmement important en Afrique, parce que, en particulier pour l'hydroélectricité, c'est une énergie qui peut produire une énergie, des volumes d'énergie en masse à des coûts relativement bas. Et en plus, donc c'est tout à fait compatible avec le pouvoir d'achat des populations. Et de l'autre côté aussi, qui dit électricité dit évidemment en grand réseau de câbles, etc. L'Afrique est riche en cuivre, et donc de ce point de vue-là, on peut dire aussi que finalement ce serait assez adapté, en d'autres termes, au continent. Mais néanmoins, là, un paradoxe important. Voilà. Donc là, vous avez une carte qui vous montre bien le degré, donc, je dirais, d'exploitation, d'utilisation du potentiel hydroélectrique. Et on voit bien que, comme ça, dans le centre de l'Afrique, il y a une espèce de vide. Vous allez me dire, c'est la même chose à l'Amazonie. Oui, mais attention, c'est tout à fait différent d'un point de vue géographique. Et par ailleurs, le Brésil n'a pas forcément la même contrainte. Et puis, exploite aussi de grands barrages hydroélectriques ailleurs. Et il n'a pas forcément besoin d'aller au fin fond du bassin de l'Amazone. Si maintenant on prend ce qu'on peut appeler les nouvelles énergies renouvelables, enfin, alors là il y a juste un petit problème au niveau, j'ai dû me tromper dans une donnée, dans le transfert de Excel à PowerPoint, là la courbe qui descend soudainement en termes d'éolien, visiblement il y a un petit problème, donc il ne faut pas en tenir compte. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que là aussi, de même que pour l'hydroélectricité, eh bien, c'est faiblement exploité, même, je dirais, relativement encore plus faiblement exploité que l'énergie primaire. On est à des taux extrêmement faibles, alors même que, je dirais, ces nouvelles énergies renouvelables seraient particulièrement adaptées pour la croissance africaine, car justement, je dirais, elles sont fondées sur un principe de décentralisation, c'est-à-dire quelque chose qui est adapté, par exemple, pour le développement rural. Vous savez qu'encore, c'est un continent qui est en majorité rural, et aussi, par exemple, pour le développement de la téléphonie sans fil. Voilà. Alors que, par exemple, les grands barrages dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont quand même des inconvénients, c'est que ce sont, des infrastructures lourdes, parfois fragiles, surtout au niveau du transport, du transfert du courant, et puis aussi, vous avez aussi justement un transfert de courant sur de très longues distances qui donne lieu à des pertes en ligne. Donc, à la limite, ces énergies décentralisées auraient peut-être davantage, de légitimité, enfin, c'est en tout cas à discuter, par rapport à ces grands barrages dont on parle en Afrique et qui, pour l'instant, ne sont d'ailleurs, comme on l'a vu, réalisés que de façon extrêmement limitée. Voilà. Néanmoins, il faut aussi dire, pour être plus précis, que ces nouvelles énergies renouvelables, c'est-à-dire l'éolien, le solaire, etc., aussi connaissent, bien entendu, des problèmes de coût et de fragilité. Tout le monde a entendu parler, justement, du fait que les panneaux solaires, on en trouve en Afrique, etc., et puis, à un certain moment, ils ne fonctionnent plus. Donc, il y a un problème aussi, évidemment, de fragilité des infrastructures à ce niveau-là. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est-à-dire que finalement, si l'on prend les énergies classiques, carbonées ou pas, énergies fossiles, et puis les énergies renouvelables, les anciennes comme les nouvelles, on voit effectivement que soit d'un côté l'Afrique joue un rôle, encore une fois, comme je l'ai dit, de producteur et de fournisseur d'appoint, soit au contraire, on a apparemment pour des raisons évidemment qui sont liées à la géographie du pays, sur laquelle je ne reviens pas parce qu'elles sont évidentes, un potentiel important, mais qui est largement, à l'heure actuelle en tout cas, sous-exploité, bien qu'il y ait évidemment des projets un petit peu dans tous les sens. Alors, maintenant, j'aimerais en venir au troisième et dernier point, c'est qu'à ce stade, on peut se demander quand même si est-ce qu'on est en train de travailler sur les bons chiffres, c'est-à-dire est-ce que finalement l'Afrique, c'est justement d'abord le pétrole, le gaz, le charbon et les énergies renouvelables telles que je viens de les évoquer. Pas nécessairement, c'est-à-dire que l'Afrique, c'est aussi autre chose. L'Afrique, c'est en particulier la biomasse, quelque chose dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent. Alors, c'est pour cela que là, je vous présente en fait un mix énergétique de l'Afrique comparé au mix énergétique mondial, je dirais classique.
hors biomasse non industrielle. Alors, qu'est-ce qu'on y constate? Finalement, si on regarde un petit peu, on pourrait dire une vision relativement banale de l'Afrique, qui n'est pas si éloignée, en quelque sorte, du mix énergétique mondial, avec, par exemple, effectivement, le recul du rôle du pétrole ou bien la progression du gaz naturel. Ce sont des évolutions mondiales tout à fait banales. En revanche, il y a quand même quelque chose qui est assez typique ici, et peut-être la chose la plus intéressante, c'est le poids de l'électricité primaire, hein, c'est-à-dire justement l'électricité qui n'est pas secondaire, autrement dit, qui n'est pas provoquée, qui n'est pas créée par le fait de brûler des énergies fossiles. Voilà. Et cette électricité primaire, eh bien, on voit là qu'il y a vraiment un écart entre l'Afrique et le monde, 8% pour l'Afrique, 13-14% pour le monde, pratiquement un rapport de 1 à 2. Et ça, c'est un indicateur important, parce que c'est là où on voit justement le retard en termes justement de grands ou de moins grands équipements en termes d'énergie renouvelable, notamment pour électrifier le charbon. Électrifier le continent. Voilà. Alors, à partir de là, ça c'est donc le mix traditionnel. C'est pour cela qu'il faut peut-être en venir à un mix qui soit plus réaliste concernant l'Afrique. Et c'est un petit peu le premier tableau que vous avez sur cette page, où vous retrouvez effectivement le pétrole, le gaz, le charbon, etc., mais dans des proportions bien moindres. Et ce qui est important, c'est effectivement ce poids, pratiquement les 2/3, de ce qu'on appellera donc la biomasse traditionnelle, qui, en quelque sorte, répond à l'essentiel des besoins énergétiques africains. Si on prend le deuxième tableau, d'ailleurs, eh bien, on s'aperçoit qu'il s'agisse de biomasse et surtout de charbon de bois. Regardez la seconde ligne, entre 1990 et 2012, eh bien, le charbon de bois, en proportion donc, du charbon de bois produit au niveau mondial, l'Afrique représente là aussi pratiquement, c'est presque un chiffre égal, hein, là aussi presque les 2/3. Je vous rappelle que tout ce qui est biomasse, en fait, on peut distinguer deux grandes filières, si vous voulez. C'est d'une part l'exploitation je dirais du bois mort, ou bien la coupe tout simplement de bois pour aller ensuite chauffer les aliments, enfin voilà, pour les besoins du quotidien. Ou bien vous avez une seconde filière qui est celle justement du charbon de bois. Hein. Et le charbon de bois, c'est quoi? C'est du bois que l'on va traiter, que l'on va chauffer en milieu anaérobie, de façon un petit peu à 400 degrés, etc. Et il faut 7 kilos en moyenne de bois pour avoir 1 kilo de charbon de bois. Alors l'avantage, c'est que c'est en fait une ressource beaucoup plus légère parce qu'on a éliminé l'eau et donc qui permet notamment d'alimenter les marchés urbains. Parce que lorsqu'on est effectivement à la campagne, à la limite, on n'est pas trop loin d'endroits où il y a de la végétation à l'abondance. Mais en revanche, l'Afrique aujourd'hui, c'est surtout le fait qu'autour des villes, eh bien, le couvert forestier et le bois en général a tendance à reculer de façon absolument spectaculaire. Et donc, évidemment, pas imaginer des urbains faisant des centaines de kilomètres tous les jours pour avoir accès à ce genre de ressources. Donc, de ce point de vue-là, le charbon de bois vient vers les villes et c'est une filière relativement importante pour le continent. Le problème, c'est que cette biomasse n'est pas nécessairement la solution. Hein, c'est quelque chose de très important, mais ce n'est pas nécessairement la solution, je dirais, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'évidemment, ça pose des problèmes en termes de déforestation, et vous avez le dernier document de la page qui montre bien qu'on voit quand même un recul, là aussi tendanciel, du couvert forestier en Afrique, un peu d'ailleurs comme en Amérique du Sud. C'est un petit peu moins grave, mais enfin, bon, c'est quand même assez sensible. C'est donc une exploitation de la biomasse, il faut bien se rendre compte, tout à fait artisanale, tout à fait prédatrice, hein, pas tellement rationalisée, c'est-à-dire on coupe, et puis bon, voilà. Alors évidemment, lorsqu'on est dans un climat plutôt équatorial, là, les conditions naturelles font qu'a priori, la forêt repousse naturellement, mais c'est pas toujours comme ça, et bon, il faut dire aussi que si on s'amuse à couper tous les 5-10 ans, on finit aussi par épuiser la forêt. Et puis le deuxième problème que l'exploitation de la biomasse pose, au-delà donc des questions de déforestation, c'est que c'est pas non plus évidemment quelque chose qui est adapté à cette fameuse croissance intensive dont je parlais auparavant. Hein. Ce n'est pas évidemment en exploitant des forêts que l'on va pouvoir avoir une énergie adaptée à disons, ces activités industrielles ou à plus haute valeur ajoutée qui peuvent éventuellement permettre un décollage du continent. Alors c'est pour cela que, en fait, au-delà de la biomasse, peut-être que, je dirais, la solution, en fait, c'est la suivante, c'est le passage de l'Afrique
à l'électricité. Le grand enjeu, depuis plusieurs années, il a été véritablement bien individualisé, c'est le basculement à l'électrification, à l'électricité, d'autant que, je dirais, il y a deux atouts concernant ce basculement. C'est que, tout d'abord, on a là véritablement une énergie qui peut être produite, dans certains cas, dans des volumes extrêmement importants, donc il y a un fort potentiel. Et puis aussi, ça peut être aussi une énergie qui peut être produite de façon décentralisée. Pas toujours, mais aussi parfois décentralisée à travers, par exemple, des panneaux photovoltaïques, etc. Et donc là, il y a véritablement, je dirais, une adaptation par rapport à l'Afrique rurale, l'Afrique qui a des difficultés à être connectée avec les centres urbains, etc. Le problème, c'est que cette question de l'électrification du continent, comme je l'indique ici sur le slide, eh bien, est confrontée aussi à un certain nombre d'obstacles extrêmement importants. Je dirais d'ailleurs d'abord des obstacles qui frappent le phénomène d'électrification en soi et je dirais qui jouent aussi donc sur les énergies renouvelables. Grosso modo, il y en a 4, je les indique. Tout d'abord, la contrainte financière externe. Là, il y a un gros problème, parce que d'une part, certains pays exportent des ressources énergétiques carbonées, notamment, qui sont extrêmement importantes pour leurs exportations. Pensez aux pays pétroliers en Afrique. Et donc, à partir de là, évidemment, se tourner massivement vers des mix énergétiques différents, c'est une véritable révolution, ça pose problème. Et puis aussi, la contrainte financière vient du fait que, tout ce qui concerne les systèmes électriques suppose aussi l'accès à des systèmes technologiques en général importés, parce que ce n'est pas évidemment dans ces pays qu'on va pouvoir les développer à la base. Le second problème, c'est un problème évidemment extrêmement dont tout le monde connaît un petit peu l'existence, c'est le problème de construction bien entendu, mais aussi de maintenance des infrastructures, c'est toute la problématique de la prédation. Et ça, je ne vais pas trop insister sur ce point-là, mais il y a une valeur économique évidemment des infrastructures, les métaux, tout ça, et ça c'est très compliqué de garantir que les infrastructures ne seront pas touchées. C'est aussi en fait une prédation qui provient du fait que très souvent l'utilisation de l'électricité, si vous voulez, est clivée en Afrique. C'est-à-dire que vous allez avoir des zones plutôt favorisées, donc là, effectivement, desservies par le courant électrique, et puis éventuellement la grande ligne, la ligne à haute tension qui va passer au-dessus d'un certain nombre de régions rurales un petit peu perdues ou beaucoup plus pauvres. Et donc là, il y a un problème évidemment de clivage social, et bon, à ce moment-là, effectivement, on peut avoir envie, d'une certaine façon, de, entre guillemets, faire une petite surprise à ces classes plus riches qui profitent justement de l'électricité. Voilà. D'autre part aussi, toujours dans ces questions de concurrence, il faut bien voir aussi que l'électricité vient concurrencer justement directement la filière de la biomasse et du charbon de bois, qui est très importante en Afrique, comme je dis, qui occupe énormément, c'est une vraie filière avec donc des débouchés en emploi. Donc là aussi, il y a des concurrences quand même interénergétiques qu'il ne faut pas négliger. Le troisième problème de l'électrification du continent, c'est que basculer comme ça, je dirais, d'une consommation énergétique traditionnelle fondée sur la biomasse à quelque chose, au contraire, tourné vers l'électricité, demande une adaptation en termes de mode de vie, qui demande de changer un certain nombre d'habitudes, ne serait-ce que pour, je sais pas, la question de la cuisson des aliments, et c'est pas toujours évident. Ce sont des problématiques de temps long, parce que ça a toujours été comme ça, de toute façon, historiquement aussi dans d'autres continents, évidemment, en Europe, et puis aussi ailleurs qu'en Afrique. Il faut ajouter à cela que, comme en plus l'électricité est parfois de qualité inégale, les problèmes justement de coupure, d'irrégularité, évidemment, est-ce qu'on va vraiment vouloir basculer vers quelque chose qui risque de vous laisser un petit peu, en quelque sorte, sans ressources, alors que vous connaissez très bien comment marchent finalement vos rochers traditionnels, alimentés par du bois, etc. Et puis peut-être que la dernière limite à l'électrification, peut-être la plus importante, c'est la question de la demande, c'est-à-dire au-delà des problèmes d'offres dont on vient de parler, c'est surtout que finalement la demande solvable n'est pas si importante que ça, faute d'industrialisation, c'est-à-dire qu'il y a un double débouché pour l'électricité. Il y a tout d'abord effectivement les ménages, mais les ménages parfois n'ont pas les ressources financières nécessaires, d'où d'ailleurs, à partir de là, le développement de systèmes de prépaiement. Très souvent, effectivement, on le voit en Afrique du Sud, par exemple, lorsque
on vous connecte à l'électricité. Oui, d'accord, mais à ce moment-là, vous achetez des cartes, etc. Bon, voilà, donc il faut des systèmes de prépaiement parce que sinon, on se rend bien compte que les gens paieront peut-être pas. Et puis, surtout, la question de débouchés se pose au niveau de l'industrie, c'est-à-dire, effectivement, fournir une énergie abondante, mais la demande industrielle n'est peut-être pas là. C'est-à-dire qu'il faut bien voir, il y a un point très important de ce point de vue-là, c'est, je dirais, une espèce de cercle vicieux, hein, de corrélation entre la faiblesse énergétique et la faiblesse industrielle. C'est-à-dire que peu d'énergie, une faiblesse énergétique, évidemment, est un handicap pour le développement de l'industrie, mais le fait que exempter l'industrie soit relativement absente n'est pas non plus, justement, un argument qui va pousser à une fourniture d'électricité massive et de qualité. Voilà. J'aimerais juste prendre 2-3 minutes pour conclure sur mon propos. Je dirais qu'au-delà de ce bilan un petit peu, effectivement, disons, très inégal, hein, et peut-être un petit peu pessimiste concernant la question énergétique en Afrique, je dirais qu'au moins il y a une bonne nouvelle, c'est que dans la mesure où les perspectives de développement de l'industrie en Afrique aujourd'hui paraissent être relativement limitées, bien qu'on puisse en discuter, on peut se dire que finalement les besoins énergétiques du continent, eh bien, ils vont être simplement limités à la variable de la croissance démographique. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'industrie, à ce moment-là, effectivement, ce n'est pas la peine non plus d'avoir beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie, parce que les besoins seront limités. Donc, il faudra quand même augmenter l'offre en fonction de la croissance démographique. Mais, bien sûr, le problème, deuxième point, c'est que comme cette croissance démographique, en revanche, vous connaissez peut-être les chiffres, est supposée être extrêmement vigoureuse au cours des prochaines décennies, il faudra néanmoins assurer des investissements énergétique extrêmement important, ne serait-ce que pour maintenir le niveau de consommation énergétique des Africains moyens aujourd'hui, qui est déjà très bas. Voilà. Sauf évidemment si on suppose de jouer sur la variable démographique, éventuellement se poser la question de est-ce qu'il faut que la démographie africaine suive exactement ce qui a été prévu par les organismes internationaux. Ça, c'est une autre question, mais c'est d'ailleurs aussi une vraie question. C'est pour ça qu'en fait, la seule solution pour échapper, je dirais, à ce modèle de sobriété imposée d'un point de vue énergétique et tout en respectant l'environnement, eh bien, c'est le développement des énergies renouvelables, mais qui soient respectueuses de l'environnement, autrement dit, sans gaz à effet de serre. Alors évidemment, ça c'est très important, c'est-à-dire que si vous développez par exemple la biomasse de façon encore beaucoup trop considérable, ou si on a un développement, si l'Afrique entre évidemment dans une consommation massive de charbon ou de pétrole, là c'est la catastrophe écologique assurée, ça il y a un vrai problème. Donc un développement néanmoins de l'énergie renouvelable, en sachant que, comme je l'ai dit auparavant, il y a des énergies renouvelables qui sont centralisées, les grands barrages, hein, par exemple sur le fleuve Congo dont on parle aujourd'hui, sur le Nil, etc. Ou bien vous avez des énergies renouvelables qui ne le sont pas, qui sont beaucoup plus en mode décentralisé, et de ce point de vue-là, c'est encore d'une certaine façon un choix qui doit être fait. Hein, ce n'est pas encore véritablement, on ne voit pas trop vers quoi l'Afrique va aller, est-ce que c'est effectivement le modèle des grands barrages ou le modèle au contraire des éoliennes et éventuellement aussi des panneaux photovoltaïques. Quoi qu'il en soit, cette transition énergétique sera nécessairement, ce dernier point que je voudrais évoquer, nécessairement coûteuse, d'où on peut déjà dire que l'Afrique n'aura pas les moyens financiers de l'assurer, donc il faudra un préfinancement qui viendra de l'extérieur. Ça, c'est un point important. C'est aussi un mécanisme qui sera nécessairement lent, parce qu'en plus, vous avez, j'en ai pas parlé, mais vous avez des résistances. Les différents lobbies, le lobby, je sais pas, par exemple, charbonnier en Afrique du Sud, le lobby aussi, entre guillemets, je sais pas, la filière de la biomasse. Donc, ce ne sont pas non plus des choses qui vont se faire comme ça naturellement. Chacun a ses intérêts, bien entendu. Et ce sera aussi un processus à la fois complexe et aléatoire. En tout cas, pour le moment. Voilà, donc j'ai essayé de faire je ne vais pas parler de tout évidemment, un bilan général. J'espère que ça n'a pas été trop aride avec toutes les données graphiques qui vous ont été présentées, qui vous seront éventuellement communiquées par l'école si jamais vous en voulez. Et maintenant, je vous propose donc peut-être de passer aux questions. Voilà, merci. Bien, merci beaucoup. Bien, donc vous voulez,
Maintenant, voici le temps des questions. Donc, sentez-vous libre de lever la main. Et, s'il vous plaît, pourriez-vous répondre quel est le retentissement de la faiblesse d'éthique, de la faiblesse des énergies en Afrique sur le développement d'éthique en Afrique, des techniques d'informatique, de communication, qui sont à une énergie bien diffusée, même si elle est faible en quantité? Alors, je pense que les TIC sont une chance extraordinaire pour l'Afrique. Et alors, comme vous le savez, le gros problème en Afrique, très longtemps, c'est qu'il n'y avait pas de téléphone. Et en particulier, le téléphone filière était très peu développé. Et c'est vraiment limité aux grandes zones urbaines et en gros aux capitales. Grâce à nos amis chinois, les pays africains disposent maintenant d'un accès très important à la téléphonie non filière, autrement dit au téléphone portable. Et là, il faut bien reconnaître que les grands équipementiers en matière de téléphonie, que sont ZTE et Huawei, ont modifié radicalement la configuration de l'Afrique en matière de TIC. Pourquoi? Parce que ces grands équipementiers ont fourni à l'Afrique les infrastructures nécessaires pour permettre aux Africains d'avoir accès à une téléphonie sans fil et à des prix très bas. Donc c'est une véritable révolution. Et ça, il faut bien reconnaître que les grands équipementiers européens ou américains n'avaient jamais été en mesure de proposer à l'Afrique des technologies en matière de communication qui soient à des coûts bas. Alors le problème, quand on est en Afrique, c'est qu'on a un téléphone portable, c'est formidable. On a un smartphone qui a été évidemment produit en Chine, surtout en Chine. Bon. Enfin, assemblé en Chine, plus exactement. Assemblé en Chine. Produit, c'est autre chose. Les composants viennent du monde entier, mais ils sont assemblés en Chine. Ils sont vendus donc par Huawei ou par ZTE sur le continent. Mais vous avez peut-être remarqué qu'un téléphone portable, ça ne marche que si vous avez de l'électricité. Alors, les Chinois, de ce point-là, ont fait montre d'une inventivité remarquable. Ils fournissent avec leur téléphone portable des kits qui permettent de recharger les téléphones portables grâce à l'énergie solaire. Alors ça, c'est une innovation formidable, c'est-à-dire que ça produit un peu d'électricité, pas beaucoup, mais ça permet d'avoir un téléphone portable qui marche. Et surtout dans des zones dans lesquelles il n'y a pas d'électricité. Donc vous avez le soleil qui directement alimente la batterie de votre téléphone portable. Ce qui explique le fait que vous avez des taux de pénétration maintenant de la téléphonie mobile dans certains pays africains qui sont très élevés. Et ça, c'est une révolution. Alors, en ce qui concerne, par contre, les autres formes de matériel, type ordinateur, tablette, etc., c'est un problème. Parce que les kits que vendent les Chinois produisent une petite quantité d'électricité. C'est suffisant pour recharger la batterie d'un portable. C'est insuffisant pour faire fonctionner un ordinateur. Donc, en fait, si on voulait vraiment développer les technologies de l'information et de la communication en Afrique, on ne peut pas échapper à la problématique générale de l'électrification. Parce que le téléphone portable, c'est formidable. En particulier en Afrique, on a toujours fait remarquer qu'il y avait une grande inventivité au niveau des logiciels. Enfin, un des problèmes de l'Afrique, c'est qu'il n'y a pas de réseau bancaire, où les réseaux bancaires sont encore embryonnaires. Donc c'est un continent qui était sous-bancarisé. Et maintenant, grâce au téléphone portable, il y a certaines applications sur le téléphone portable, il y a tout un mécanisme de paiement qui s'est mis en place par SMS, par les méthodes que vous connaissez. Il n'en demeure pas moins que si vous voulez avoir accès à Internet, à la 4G, etc., vous ne pouvez pas simplement vous contenter d'un petit smartphone bas de gamme. Il faut, pour travailler sérieusement sur Internet, avoir accès à un grand écran, donc un ordinateur ou une tablette. Et là, on revient toujours à la problématique fondamentale qui est celle de l'électrification de l'Afrique. Et ce qui pose la question aussi de la complémentarité entre ces modèles décentralisés et centralisés de fourniture d'électricité. En réalité, ils sont plus complémentaires qu'exclusifs, bien sûr. En ce qui concerne l'infrastructure, soyons clairs, les Chinois sont abattables.
Mais les Chinois ne peuvent pas faire de miracle en ce qui concerne l'électrification de l'Afrique. On est toujours confronté à ce problème clé, où trouver de l'électricité en Afrique, et surtout comment la produire à un coût qui est compatible avec le pouvoir d'achat des Africains. Ça, on n'en sort pas, et c'est pour ça que c'est vraiment la question clé pour le développement économique futur de l'Afrique. Ceci dit, je tiens quand même à préciser une chose, la situation est très différente selon les pays, et il y a un pays qui vient de réaliser enfin son rêve qu'il caressait depuis l'indépendance qu'il a acquis en 1956, ça fait très longtemps, ça s'appelle le Maroc. C'est en 2015 qu'on a annoncé au Maroc qu'enfin l'ensemble du territoire était électrifié et que l'ensemble des Marocains pouvaient avoir accès à une source d'électricité à bas prix. Et c'est un exploit d'autant plus remarquable qu'au Maroc, il n'y a pratiquement pas d'énergie carbonée. Et le Maroc est un pays leader en Afrique en matière d'énergie renouvelable et en particulier en matière d'énergie éolienne. C'est vrai que si on prend 3 ou 4 pays africains, Maroc, Algérie, Égypte, Afrique du Sud, on a quand même l'essentiel, une très grande partie de l'électricité aujourd'hui produite en Afrique. Donc ce que je disais auparavant, il y a vraiment des écarts énormes entre les différents pays. Bonjour. C'est bon là ? Le syndrome hollandais pour les hydrocarbures n'est-il pas une véritable catastrophe pour l'Afrique ? Alors, moi, avec M. Greccio, nous avons écrit un livre sur le 3e choc pétrolier. Et récemment, j'ai eu la satisfaction de constater que mes théories à propos de ce 3e choc pétrolier, qui avait été en fait financé en partie par la formation des bulles immobilières dans les pays post-industriels, étaient enfin reconnues par le monde académique. Bon. Alors, soyons très clairs, cette histoire de maladie hollandaise est un fantasme. Je trouve que j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire du pétrole et je n'ai, pour moi, trouvé qu'un seul exemple, un seul pays dans lequel, véritablement, l'émergence d'une production pétrolière avait détruit l'économie préexistante. Alors, cet exemple est actuellement revêt une dimension tragique, c'est le Venezuela. Ailleurs, je suis très réservé quant à la notion de syndrome hollandais. D'abord, le syndrome hollandais, ça n'existe pas parce que le vrai pays qui a été ruiné par l'économie rentière, donc l'économie, les ressources qui sont procurées par la vente de matières premières, c'est l'Espagne de Philippe II. L'Espagne était un pays industriel et avancé, jusqu'à ce qu'ils mettent en coupe réglée les mines de Potosi dans l'actuelle Bolivie. Ils ont évidemment perçu des sommes faramineuses en termes d'argent et d'or qui après ont inondé l'Europe, ce qui a provoqué une gigantesque vague d'inflation au XVIe siècle. Les Espagnols se sont crus riches et en réalité ils ont été ruinés parce que les Espagnols ont arrêté de développer l'industrie dans leur pays et l'artisanat, surtout à l'époque. Ils se sont mis à importer et finalement les sommes que le roi d'Espagne, Philippe II, percevait grâce à ses galions, se sont retrouvés dans les pays qui étaient capables de procurer à l'Espagne les biens qu'elle achetait. Et là, évidemment, c'est un exemple tragique du syndrome hollandais qui aurait été un syndrome espagnol. Et c'est à partir de ce moment que l'Espagne est devenue un pays décadent. Donc c'est véritablement une catastrophe pour ce pays, mais qui a, il va dire, bénéficié de ressources extraordinaires qu'a procuré l'exploitation des mines de Potosi, enfin de toute l'Amérique latine, mais principalement de Potosi en or et en argent. Alors, en Afrique, le syndrome hollandais, ça n'existe pas. Parce que les gens recherchent des ressources pétrolières. Mais ça n'existerait que pour autant qu'il y ait une économie qui a été détruite préalablement par l'accès aux ressources. Alors, si on prend les différents pays exportateurs de pétrole, il faut bien distinguer 2 cas. Des pays comme la Guinée équatoriale ou le Gabon ou le Congo-Brazzaville sont des pays qui étaient totalement dépourvus de ressources. Et évidemment, le pétrole a été une aubaine pour ces pays. Mais ce qui se passe, quand on regarde ces petits pays producteurs de pétrole, c'est qu'ils ont une manière très différente de recycler la rente. Alors si vous prenez par exemple deux pays comme le Gabon ou le Congo-Brazzaville, ça fait 30 ans qu'ils exploitent du pétrole. Ils n'ont toujours pas un système routier digne de ce nom. Il y a très peu d'infrastructures.
Si vous prenez par exemple un petit pays comme la Guinée équatoriale a été complètement bétonnée. Bon, moi, je n'appelle pas nécessairement ça du développement. Mais ce que je constate, et ce que tout le monde sait parfaitement en Afrique, c'est que selon l'endroit où vous êtes, eh bien, l'argent du pétrole, il s'investit ou il ne s'investit pas. Comme par hasard, la Guinée équatoriale est maintenant un pays qui joue un rôle clé en Afrique. C'est un tout petit pays, mais ils ont des infrastructures très importantes. Et c'est pour ça qu'on organise la Coupe du football en Guinée équatoriale, parce qu'ils ont des stades formidables, grâce au pétrole. Mais ça ne signifie pas qu'avant le pétrole, il y avait grand-chose dans la Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, il y avait uniquement des plantations de cacao, et les Guinéens équatoriens étaient très pauvres, et en fait migraient vers les pays de la zone plutôt francophone du reste, pour servir de travailleurs immigrés. Alors depuis que l'Afrique équatoriale est devenue relativement riche grâce au pétrole, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que ce sont les gens qui viennent du Cameroun ou enfin, d'Afrique équatoriale qui migrent en Guinée équatoriale pour servir de travailleurs immigrés. Est-ce que ça a détruit l'économie équatoriale? Non, parce qu'avant, il n'y avait pas grand-chose. Donc on ne peut pas vraiment parler de syndrome hollandais. Alors, il y a trois autres pays qui sont très importants, mais qui sont dans des situations très différentes. Il y a l'Algérie. Évidemment, l'Algérie est un cas à part. Mais si l'Algérie est dans sa situation actuelle tragique sur le plan macroéconomique, ce n'est pas uniquement grâce au pétrole ou à cause du pétrole. Et c'est un peu le même cas également pour la Libye, encore que la Libye, c'est pire. C'est lié à d'autres problématiques, et qui sont liées quand même au processus à la fois de décolonisation et de la politique économique mise en œuvre par le gouvernement qui a succédé à la période coloniale. Je ne veux pas me lancer dans des polémiques évidemment très, très controversées, mais il faut bien admettre que lorsque l'Algérie était une colonie, c'était un pays exportateur de matières premières agricoles. Maintenant, c'est un important importateur de matières premières agricoles. La Libye, c'est un peu différent parce que la Libye a des ressources pétrolières et gazières gigantesques et de toute manière, sous la période italienne, était très peu développée. L'autre problème, alors il y a deux autres problèmes, évidemment, deux autres grands pays exportateurs de pétrole, c'est le Nigeria et l'Angola. Alors, sous la période coloniale angolaise, il faut savoir que l'Angola exportait des matières premières agricoles, en particulier c'est un important fournisseur de maïs. Bon, après, la guerre a commencé en 1962 en Angola, maintenant c'est devenu un Eldorado pétrolier, mais de toute manière, sous la période de l'occupation portugaise, l'Angola était essentiellement un pays agricole. Donc il n'y a pas eu énormément de destruction en termes de potentiel industriel, il n'y en a pas du tout même, parce que l'Angola a été sous-développé. Reste le cas très problématique du Nigeria. Le Nigeria, c'est une grande puissance pétrolière, certes, mais c'est un pays très particulier, qui a une densité de population très élevée. Alors, lors du second choc pétrolier, c'est-à-dire dans la période, je dirais, entre le premier et le second choc pétrolier, entre 1973 et 1980, on a vu un début d'industrialisation anarchique au Nigeria, développement de toutes sortes de projets industriels, parfois fictifs, parfois sérieux. Mais à partir du début des années 80, ces projets industriels ont périclité, pour des raisons à la fois de mauvaise gouvernance et aussi parce que globalement le gouvernement nigérian se désintéressait de la question d'industrialisation de son pays. Et à l'occasion du troisième choc pétrolier, c'est-à-dire à partir de 2004-2005, on a vu de nouveau un processus nouveau d'industrialisation du Nigeria, mais dans des secteurs de basse intensité technologique, essentiellement, je dirais, ciment, matériaux de construction, première transformation des matières premières agricoles. Ceci dit, le Nigeria est un pays qui est victime de très mauvaise gouvernance, pour ne pas dire pire. Il faut savoir quand même que c'est un pays qui produit énormément de pétrole, et c'est un pays qui est incapable de produire assez de produits raffinés pour couvrir sa demande interne. Donc c'est un pays qui est tributaire des importations d'essence. Alors que sur le papier, vous avez évidemment des capacités de production très importantes au niveau des raffineries, en particulier toutes celles qui sont sur la côte, à Port-Harbour. En réalité, les raffineries fonctionnent très mal et ont une très faible efficacité industrielle. Alors, dernier point pour revenir quand même sur ce problème clé, parce que c'est l'un des problèmes clés pour le développement africain, c'est le cas sud-africain. Alors, l'Afrique du Sud ne produit pas d'hydrocarbures, pratiquement pas. Mais ça a été un très grand pays minier.
Mais vraiment, il faut savoir que, par exemple, en Afrique du Sud, au début du XXe siècle, la production d'électricité est supérieure à celle de la France. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on a développé d'énormes capacités de production d'électricité, essentiellement pour favoriser le développement des mines. Et puis, vous aviez à l'époque un certain régime un peu colonial, mais vous aviez une identité africanaire très forte, et les Afrikaners ont absolument voulu développer un tissu industriel qui était capable de leur donner à terme une indépendance économique vis-à-vis de l'Angleterre. Donc il y avait un tropisme industriel très affirmé en Afrique du Sud. Il faut savoir que depuis le changement de régime, l'Afrique du Sud a suivi une autre trajectoire de développement et qui est radicalement différente. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud n'est plus animée par un tropisme, je dirais, industrialiste ou technologique. Ce n'est plus la priorité du gouvernement ANC, pas du tout. D'autre part, il y avait un autre point qui était très important, c'est qu'en Afrique du Sud, le cœur de l'industrie, c'était le complexe militaro-industriel. Celui-ci a disparu et s'est effondré. Et alors, en Afrique du Sud, c'est là où vous êtes dans le cœur de la désindustrialisation de l'Afrique. Parce que aussi bien dans le low-tech que dans le high-tech, le système est en crise profonde. Alors, vous avez 3 niveaux de crise en Afrique du Sud. Le low-tech, c'est le textile. Il y avait une importante industrie textile en Afrique du Sud, ou les autos, enfin dans cette partie du sud de l'Afrique. Et ce textile est en crise, a disparu parce qu'il est concurrencé par des producteurs beaucoup plus efficaces, que sont comme par exemple le Bangladesh, ou le Pakistan, évidemment la Chine. Et donc l'industrie textile africaine est en déclin à cause de la concurrence des pays asiatiques. Alors second point pour revenir à l'Afrique du Sud, le gros problème de l'Afrique du Sud, c'est la crise de son industrie minière. Il faut savoir que les parts de marché en matière de métaux pour l'Afrique du Sud, elles ont diminué fortement. Le premier producteur mondial d'or actuellement, c'est la Chine, et l'Afrique du Sud doit être reléguée au 4e ou 5e rang mondial, alors que très longtemps, c'était évidemment le premier producteur mondial d'or. Elle reste la puissance dominante en matière de platine, formidable. Donc de toute façon, elle est indétrônable. Et puis, même l'industrie minière charbonnière en Afrique du Sud, qui était quand même le pilier de cette industrialisation, eh bien, l'industrie charbonnière en Afrique du Sud est en crise profonde. Les exportations de charbon en Afrique du Sud se sont effondrées. Et l'Afrique du Sud, le charbon sud-africain n'est pas compétitif comparativement au charbon colombien, au charbon australien ou bien au charbon indonésien. Donc l'Afrique du Sud, c'est véritablement le syndrome, incarne d'une certaine manière la désindustrialisation de l'Afrique, paradoxalement. Troisième point, c'est le high-tech, car l'industrie, avant 90, l'industrie sud-africaine est capable de produire des produits high-tech, à haute intensité technologique. C'est même une puissance nucléaire, ce qu'on oublie toujours de dire. Actuellement, il faudrait investir beaucoup pour se maintenir à niveau dans ce secteur-là. Or, le gouvernement ANC n'est absolument pas animé par un tropisme technologique. De toute manière, l'Afrique du Sud est le seul pays au monde, à ma connaissance, qui a volontairement renoncé à ses armes nucléaires. Et alors, par contre, vous avez un pays en Afrique dont on ne parle pas assez, qui devient une grande puissance industrielle. Et lui, c'était aussi un pays producteur d'hydrocarbures, mais les hydrocarbures sont en fort déclin actuellement. C'est l'Égypte. Et l'Égypte va devenir une puissance nucléaire, puisque Rosatom a vendu une centrale nucléaire au maréchal Sissi. Et comme l'Égypte est un pays qui connaît une très forte croissance démographique, mais c'est aussi devenu une des principales puissances industrielles africaines, si c'est la première actuellement. Et pour une raison qu'on oublie toujours de mentionner. Vous savez qu'en Égypte, la colonne vertébrale de l'Égypte, c'est l'armée. L'Égypte a toujours été une dictature militaire. À un moment donné, un petit intermède après la pseudo-révolution qui a remplacé Moubarak par les frères musulmans. Ça n'a pas duré longtemps. De nouveau, l'armée est au pouvoir. Mais l'armée égyptienne, c'est une armée très particulière. Depuis les accords de Camp David, en 1978, l'armée égyptienne ne fait plus dans le militaire. Elle fait dans l'industriel. Et au terme de l'accord de 1978, vous savez que l'Égypte reçoit de la part des États-Unis un montant équivalent à celui que les États-Unis versent à Israël en matière d'aide militaire. Qu'a fait l'armée égyptienne? Elle a pris cette aide militaire et a développé un énorme complexe industriel. L'armée égyptienne contrôle 40% de l'industrie en Égypte.
Et c'est un pays qui, véritablement, a un potentiel industriel. Quand on est militaire en Égypte, on a plus de chances de s'occuper de la production d'engrais ou de voitures que de s'occuper de faire des exercices militaires, il faut le savoir. Et alors, donc ce pays, cette Égypte, connaît une croissance industrielle importante, a été capable de développer des industries de base performantes, relativement performantes pour un pays qui partait d'assez bas, mais maintenant c'est un pays qui est capable je dirais pratiquement de co-développer des industries high-tech en matière de défense. Alors vous avez le cas, par exemple, extraordinaire des ventes d'armes actuellement que la France réalise à l'Égypte. On a vendu, comme vous le savez, des produits hyper high-tech, des navires pratiquement indétectables, ou bien nos fameux Rafales. Ce n'est pas l'Égypte qui paye. Hein. Ceux qui payent, ce sont les Saoudiens. Parce que l'Égypte est un pays pauvre. Par contre, ce qu'on observe, c'est que pour la mise au point de ces technologies high-tech, ce sont véritablement des militaires égyptiens qui travaillent en collaboration étroite avec les militaires français pour s'approprier ces technologies. Et donc pour véritablement devenir maître de ce qui est vraiment l'état le plus avancé des technologies militaires. Donc l'Égypte est un grand pays industriel. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'ils sont parvenus comme ça à recycler cette aide militaire pour fournir à ce pays qui a toujours été dans une situation très difficile une véritable assise industrielle. Donc là, effectivement, on voit qu'on a des cas très différents en Afrique. Et un autre pays qui quand même connaît une croissance industrielle intéressante, c'est le Maroc. Et un pays qui a complètement échoué dans son industrialisation, c'est l'Algérie. D'autres questions? Voilà, merci. Je suis vraiment ravi de vous entendre parce que la précision que vous faites au sujet de la maladie hollandaise est absolument intéressante parce qu'habituellement on a parlé de cette question surtout quand il s'agit de l'Afrique, sans vraiment en faire la démonstration. J'en veux pour preuve le fait que parlant des pays qui exportent ou qui produisent un certain nombre de matières premières, notamment minières et énergétiques, on ne pense pas notamment à la Norvège, parce que c'est beaucoup de pétrole et beaucoup de bonheur aussi. De même qu'on ne pense pas à l'Australie, qui est en réalité le pays très très prospère et qui exporte beaucoup de ressources minières et de charbon. Donc je peux en citer. La question de la maladie hollandaise est une idéologie qui ne prend pas en compte un certain nombre de réalités. Voilà. Ma question, c'est, je voulais savoir si on peut véritablement parler d'électrification sans produire l'acier pour les infrastructures lourdes. Parce que cela me semble un peu, comment dirais-je, désincarné, parce que est-ce que, d'après vous, à l'échelle de l'histoire, on peut considérer des États, on peut voir des pays qui ont réussi à s'électrifier sans produire de l'acier? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quel est l'enjeu... Très courte, la deuxième question. Oui, s'il vous plaît. La deuxième question, d'après vous, que représente l'enjeu du complexe d'Enga dans cette problématique de l'électrification? Merci. Bon, alors, pour la seconde question, je renvoie à une conférence qui est spécialement consacrée au complexe d'Inga. En un mot, Inga, ce sont un extraordinaire potentiel hydraulique en Afrique. Ce sont les chutes du Congo. Et effectivement, si on construisait une série de barrages sur ces chutes du Congo, donc au Zaïre, en République démocratique du Congo, employons le terme exact actuellement, eh bien, on aurait probablement la première centrale hydroélectrique au monde. Donc c'est évidemment un potentiel gigantesque sur le plan de la production d'électricité en Afrique. Le problème, évidemment, c'est toujours le même en Afrique. L'Afrique est un continent immense. Et à côté d'Inga, il y a de la forêt. Donc il faut prévoir tout un réseau de lignes de transport à très haute tension pour diffuser toute cette électricité aux quatre coins du continent. Et c'est là, évidemment, on revient à la question que je me suis posée. Parce que le problème, c'est toujours le même lorsque vous voulez produire de l'électricité, c'est son transport. Et ça, il n'y a rien à faire, on n'y échappe pas.
On n'est pas capable de dématérialiser, on ne le fera jamais à mon avis, parce que les lois de physique s'y opposent, le transport de l'électricité. D'où la question clé pour la transition énergétique de développer les infrastructures de transport pour l'électricité. Alors, évidemment, monsieur a entièrement raison quand il dit que pour développer l'électrification de l'Afrique, il faut bénéficier d'une importante industrie métallurgique et sidérurgique. Entre nous, si vous voulez développer une industrie des hydrocarbures, c'est également le cas. Peu de gens savent, par exemple, que l'Arabie Saoudite ou même l'Iran sont des gros producteurs d'acier, bien sûr, parce que pour produire de l'acier, enfin la sidérurgie est un gros client, un gros fournisseur plus exactement des industries pétrolières et parapétrolières. Mais pour l'électricité, effectivement, c'est un problème central d'avoir un système industriel capable de produire des pylônes, et puis surtout, une chose mais clé, hein, le facteur clé pour le transport d'électricité et un élément chimique pour lequel pour le moment il n'y a pas de substitut sérieux, c'est le cuivre. Il n'y a rien à faire. Pour transporter de l'électricité, il faut des câbles en cuivre. Ça, on n'y échappe pas. Alors, je tiens à rassurer monsieur, l'Afrique dispose de réserves en cuivre très importantes, qui sont largement sous-exploitées, et le cuivre n'est pas un problème pour l'Afrique. Il y a beaucoup de problèmes pour l'Afrique, mais si les réserves de cuivre de Zambie ou du sud de la République démocratique du Congo étaient exploitées de manière intensive, on aurait largement assez de cuivre pour électrifier l'Afrique. Ce problème des métaux est un problème clé pour la transition énergétique. Et en plus, on est à Grenoble. Alors, comme vous savez, à Grenoble, quand vous arrivez à la gare, vous voyez que c'est la ville de Schneider, parce c'est bien indiqué, qui est un des leaders mondial en matière d'ingénierie électrique. Le problème qui se pose, c'est évidemment, lorsque vous voulez avoir un système décentralisé en matière de production électrique, de développer les infrastructures de transport en matière d'électricité. Et c'est ce qui se passe actuellement pour un pays qui n'est absolument pas africain, mais par contre qui est à la pointe de la transition énergétique, c'est l'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, les grandes zones de production d'électricité éolienne sont au nord, autrement dit, c'est autour globalement de la mer du Nord et de la Baltique. Et les grands centres de consommation d'électricité, ce sont les nouveaux centres industriels high-tech de l'Allemagne. Alors, c'est plus la Ruhr du tout, c'est le sud. C'est le Baden-Württemberg, c'est la Bavière. Donc, si vous voulez faire de la transition énergétique en Allemagne, eh bien, il faut transporter l'électricité depuis la mer du Nord jusqu'à la Bavière, 1000 km. Et c'est pour ça qu'un des problèmes actuellement auxquels l'Allemagne est confrontée, c'est la construction de lignes à très haute densité, enfin, une forte intensification de son système de transport d'électricité et la pose de lignes à très haute tension entre le nord et le sud de l'Allemagne. Et lorsque vous posez une ligne à très haute tension, comme vous savez, très souvent, vous avez des gens qui sont très peu contents de voir passer ce genre d'infrastructures pas très loin de chez eux, d'autant que ces infrastructures génèrent des champs, des champs électromagnétiques. Certains disent même que ces champs électromagnétiques ont une certaine propension à être cancérigènes. Donc, généralement, il y a de très fortes oppositions à la construction de ces infrastructures. Et c'est ce qui explique le fait que la transition énergétique est un problème très compliqué. Parce qu'en réalité, même si vous regardez l'Afrique, les grandes zones de production potentielle d'énergie électrique à partir du vent et du soleil sont assez éloignées des centres de consommation. Donc vous êtes obligé d'avoir une densification très importante en matière d'infrastructures de transport d'électricité. Un dernier élément pour conclure. Oui, simplement sur les relations effectivement entre acier, métaux et électricité, c'est tout à fait essentiel. Et les relations sont bien entendu biunivoques, c'est-à-dire qu'il faut effectivement des métaux et de l'acier et du cuivre pour développer l'électricité. Et l'électricité est à son tour souvent indispensable pour développer ce genre de filière sidérurgique et métallurgique. Bien, je pense qu'on est à peu près au bout du temps qui nous est alloué. Donc, je remercie encore nos deux intervenants venant de l'EDEC et du lycée Carnot.
Merci à vous de votre attention et bon festival aujourd'hui et demain peut-être.